Alors, la partie de ce sujet tournait autour de tétrahydroborate de sodium NaBH4 avec des questions de cours sur la répartition électronique et le schéma de Lewis et la géométrie. J'ai rien à dire là-dessus, c'est extrêmement simple. Je suis un petit peu étonnée que beaucoup buguent sur la définition des nombres quantiques N et L. Je vous renvoie au cours parce que ça, c'est vraiment du très 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 classique. Je n'ai pas eu de bonne réponse sur le fait que l'on pouvait qualifier d'hydrure. Il fallait déjà expliquer pourquoi dans la liaison entre B et H, on allait avoir plutôt les chargements sur le H que sur le B. Et ça, vous aviez toutes les données nécessaires puisqu'il suffisait de se rendre compte que H était plus électronégatif que B. Donc voilà des questions extrêmement simples. Attention à la géométrie, à bien dessiner le tétraèdre régulier ici, même si c'est pas sous-entendu directement quand vous savez pouvoir discuter des angles entre les différentes liaisons, c'est quand même un petit plus. La partie suivante, elle traite de la notion de l'électrolyse. Alors, vous avez été très nombreux à me définir correctement le principe d'une électrolyse comme étant la conversion de l'énergie électrique en énergie chimique. N'oubliez pas de rajouter qu'elle permet de faire une réaction redox qui était défavorisée par la thermodynamique. Faire le schéma ne posait aucune difficulté, ne pas oublier de bien sûr insérer le générateur qui est responsable du sens du courant et indiquer le sens du courant en fonction des polarités que l'on connaît. Et puis quand on veut faire l'électrolyse d'une solution aqueuse pour obtenir du dihydrogène, vous aviez 3 cas d'études. Donc ce qui est important, c'est que ces 3 cas d'études, vous les gériez de manière séparée. Si je prends le cas de l'acide sulfurique, il faudra mettre en œuvre les vagues d'oxydation et de réduction qui correspondent à l'utilisation de l'acide sulfurique. Et puis quand vous avez tracé toutes les vagues individuelles, n'oubliez pas de représenter la courbe somme, la courbe réaliste, puisque c'est ça qui va vous permettre, en traçant clairement le symétrique de IRED, de dire que lorsque l'électrolyse se fait, IOX égale valeur absolue de IRED, c'est un des rares résultats du cours, et que cela va vous permettre du coup de privilégier une première réaction visible à l'anode, ici H2O donne O2 si on part de l'acide sulfurique, et la réduction à la cathode, ici H+, donne H2, qui intervient avant les autres. En plus, il manque une courbe sur mon corrigé, j'en ai conscience, mais qui est une courbe de réduction des ions sulfates, qui de toute manière se serait placée derrière les deux courbes de réduction et oxydation de l'eau. N'oubliez pas que ce sont des courbes qui font ce que j'avais appelé des murs. C'est-à-dire que le potentiel devient limité, on a une tangente verticale à la courbe I égale F de E, et ça veut dire que les autres vagues d'oxydation de réduction qui seraient placées plus loin que ces deux courbes que j'ai repassées en vert ne seront jamais accessibles. Donc dans le cas de l'acide sulfurique, effectivement, à l'anode, production de O2, à la cathode, production de H2, tout va bien, on fait bien l'électrolyse de l'eau. Nous en avons parlé ce matin. Si on veut utiliser une solution désionisée, c'est dur à dire, évidemment, il ne se passe rien parce que si vous n'avez pas d'ion, il n'y a pas de passage de courant et donc il n'y a pas d'électrolyse. Troisième étude séparée, j'insisterai jamais assez dans le cas de HCl. Ici, il fallait prendre en compte le fait que les ions chlorure présents dans la solution pouvaient donner lieu à une oxydation et que par le biais du couple lent qu'est le couple O2H2O, on se rendait compte que la première oxydation qu'on allait observer en faisant l'électrolyse, c'était d'abord l'oxydation de Cl- donne Cl2. Alors certes, Cl- est une espèce en solution, il va y avoir un palier limite de diffusion, donc si on augmente le potentiel imposé à l'anode, on finira bien par avoir du dioxygène aussi, mais on aura un dioxygène qui sera pollué par la présence du dichlore déjà en place. On a fait ces études-là dans le cours, je vous renvoie, il fallait juste bien analyser les choses. Donc partir d'une solution d'acide chlorhydrique pose un souci, c'est qu'on n'obtient pas du O2, mais on obtient du Cl2, et a priori c'est un gaz toxique, donc c'est pas une bonne idée de fabriquer du Cl2. Donc, la bonne solution, c'est l'acide sulfurique, on l'a suffisamment dit et redit en classe. Et donc, quand on vous demande d'écrire la réaction à l'anode et à la cathode, on vous demande des demi-équations électroniques avec des électrons qui vont être échangés, 2 électrons ici, pour en déduire la réaction qui n'est guère que l'électrolyse de l'eau avec la fabrication de O2 et de H2. En ce qui concerne le pouvoir énergétique, il fallait donc utiliser la réaction de combustion d'hydrogène qui n'est guère que la réaction inverse de la réaction précédente. Vous disposiez de données thermodynamiques qui vous permettaient d'utiliser des lois de Hess. Je vous rappelle qu'on écrit lois de Hess avant de les utiliser. Je vous rappelle qu'on les définit aussi de manière littérale avant de faire l'application numérique. Quand on a fait l'application numérique d'un delta RH0, ça coûte rien de préciser qu'on remarque qu'elle est exothermique, ce qui est toujours une bonne nouvelle quand on a une combustion. Une combustion, ça chauffe, donc c'est très bien de faire le lien entre l'exothermicité et le fait que vous avez une réaction de combustion.
Là aussi, il y avait des petits points de bon sens à gratter, des choses qu'on répète en boucle. Dans les données, vous aviez l'enthalpie de formation standard de H2 et de O2, la célèbre petite remarque qui dit que ce sont des corps purs simples dans leur état standard de référence, qui permet de donner à ces grandeurs-là la valeur 0. Bon, ça c'était du cours, c'est dommage de ne pas le faire parce que vraiment c'est ultra classique. Tout ça c'était pour arriver à un transfert thermique, une chaleur dégagée en utilisant le fait que Q c'est N fois delta RH0. Il suffisait donc de calculer la quantité de H2 que l'on voulait mettre en œuvre, à savoir 1 kg, 10 puissance 3 grammes, attention aux unités, et calculer comme ça le transfert thermique ou l'énergie massique qui allait être mis en œuvre, et puis faire le lien avec le document. Quand on vous demande de vérifier les données d'un document par un petit calcul, terminez en disant que vous avez remarqué que ce que vous calculez est cohérent avec le document qui a été proposé. Ensuite, on comparait le pouvoir énergétique du dihydrogène à celui de l'essence, donc il fallait appliquer une méthode analogue. Mais dans le cas de l'essence, d'abord en commençant par la réaction de combustion, puis en calculant l'enthalpie de combustion dans le cas de l'essence. Et quand on avait fait ça, eh bien on en déduisait quelle allait être pour ce qu'on vous disait, c'est-à-dire pour la masse d'essence utilisée, le transfert thermique mis en jeu, N fois delta H de combustion. Remarquez qu'il était à peu près équivalent à celui d'hydrogène calculé au-dessus. Et puis ensuite, pour passer d'une masse à un volume, c'est pas compliqué d'utiliser la masse volumique et de déduire le volume de l'essence utilisée. Allez, partie 3 de ce DS avec des questions de thermodynamique sur les équilibres. D'abord, écrire la réaction en utilisant les données. Et la particularité ici, c'est qu'on vous expliquait que les réactifs mis en œuvre dans l'industrie étaient tous des solides. Et pourquoi c'est pas terrible? Parce que du coup, quand on fait réagir des solides entre eux, on a un problème de contact et puis on aura aussi après un problème de séparation. C'est pour ça que dans l'industrie, c'est pas très recommandé. Pour ça, on vous demandait ensuite de calculer une variance. Certes, on définit V égale PI moins R comme on est dans le cours, mais le correcteur, il n'est pas obligé de les avoir appelés PI et R, les deux termes. Donc, pensez à les redéfinir. PI, c'est le nombre total de paramètres intensifs associés à mon système à l'équilibre hors calcul. Donc, je liste l'intégralité des paramètres intensifs, ceux qui ne dépendent pas de la taille du système, température, pression, fraction molaire. Quant à R, c'est le nombre de relations à l'équilibre entre les paramètres intensifs. Vous vous rappelez qu'on a pris l'habitude de lister des paramètres de composition, le fait de regarder dans quelle phase évoluent les différents réactifs et produits. Et ici, de se rendre compte qu'il y avait un système un peu particulier parce que chaque constituant est seul dans sa phase. Donc, pour chacun des constituants, la fraction molaire, en fait, elle est égale à 1. Il est pur. Donc ça nous donnait déjà 4 relations de composition. Et puis on est en train de s'intéresser à une réaction chimique. Donc on n'oublie pas qu'il y a la condition d'équilibre. Je l'ai écrit sous la forme somme des μ égale 0. Vous auriez très bien pu écrire delta RG0 plus RT ln de K égale 0. Ça marche aussi. Voire écrire K égale QEC. Dans tous les cas, ça fait une relation d'équilibre chimique. Donc, on avait 5 relations à mettre en œuvre. Et donc, on calculait une variance qui était de 1, donc un système monovariant. On a dit, et je répète, que donner une valeur numérique à une variance, c'est bien. Mais interpréter le sens que je donne à ce chiffre, c'est important. Une variance de 1, c'est que finalement, si je veux décrire un état d'équilibre pour mon système, je ne peux choisir librement, moi, expérimentateur, qu'un seul paramètre intensif. Dans la question 30, on vous demandait de discuter du signe prévisible de la variation d'entropie. Il faut se rappeler que l'entropie, c'est la variation du désordre microscopique et ce qui est responsable du plus grand désordre dans un système chimique, c'est bien entendu la quantité totale de gaz. Donc il fallait regarder le bilan et se rendre compte qu'il est accompagné d'une diminution de la quantité totale de gaz. Donc fatalement, je m'attendais à un delta RS0 qui soit négatif. Je vais vous demander de travailler avec le plus grand soin les questions 31, 32. Parce que ce sont des questions d'optimisation, c'est-à-dire de regarder l'influence de la température ou l'influence de la pression sur la manière dont la réaction chimique se met en œuvre. Pour cela, la méthode est unique. Il faudra comparer l'influence de Q et de K en fonction du paramètre que vous étudiez. Qu'est-ce que je sais si je m'intéresse à l'influence de T? Je sais que T a une influence sur la valeur de la constante par l'intermédiaire de la loi de Van 't Hoff.
d log de K sur dt égale delta RH0 sur RT carré. Donc si l'expérimentateur choisit de monter la valeur de la température, cela va avoir une influence sur K0. Ici, K0 va diminuer, ça dépend bien entendu du signe de delta RH0 pour la réaction. Par contre, lorsque l'on fait varier la température, on ne touche pas la valeur de tous les autres paramètres intensifs qui, eux, ont une influence sur la valeur de Q, du quotient réactionnel. Donc je me retrouve avec une situation qui est facile à analyser. Q ne change pas de valeur, K diminue. Avant de faire bouger la température, nous étions à l'équilibre. On part d'un état initial d'équilibre. Donc j'en déduis que la valeur du quotient, qui reste à la valeur initiale, va devenir plus grande que la nouvelle valeur de K0. Dans le cours, nous avions écrit 2 lignes, état initial Q égale K ec initial. Deuxième ligne, si T bouge, Q modifié égale Q initial et K modifié plus petit que K initial. À la sortie de cette histoire, on va se retrouver avec des situations où Q devient plus grand que K. Et ça, vous vous rappelez que graphiquement, on peut en déduire un sens d'évolution spontanée. Sinon, on revient à delta RG. Et delta RG, c'est delta RG0 plus RTLN de Q. Ici, c'est facile du coup de se rendre compte que delta RG va devenir positif, ce qui est associé à une évolution dans le sens indirect, donc ce qui va défavoriser le rendement, et ça me permet de conclure tranquillement que la réaction est favorisée à basse température. Ce type de raisonnement-là, il est incontournable, vous devez être à l'aise, vous devez les reprendre jusqu'à avoir compris la méthode. J'applique d'ailleurs le même raisonnement pour regarder l'influence de la pression. Mais ce coup-ci, la pression, je vais la trouver dans les termes des activités des constituants gazeux. D'ailleurs, il n'y en a qu'un ici. Et donc, je vais repartir de l'expression littérale du quotient réactionnel pour voir où est placé le terme de pression. Et pour en déduire que si P augmente, je me retrouve avec un quotient réactionnel qui est modifié. Par contre, lorsque je fais varier la pression, je le fais à température constante. Donc le terme qui ne bouge pas dans cette partie-là du raisonnement, c'est la valeur de K0 qui ne dépend que de la température. Donc lors de la modification de P, je vais avoir Q qui diminue et K qui ne change pas de valeur. Donc je vais me retrouver avec un quotient qui va devenir plus petit que la constante. Je remonte à la ligne de delta RG, ça me donne un delta RG négatif. Un delta RG négatif, c'est une évolution spontanée dans le sens direct, donc la réaction est favorisée par les hautes pressions. Voilà, 2 questions à vraiment travailler, elles sont extrêmement utiles. Bon, rien de particulier à dire sur les questions cristallo, je vous laisserai étudier le corrigé qui ne présente pas de difficulté, on est encore une fois très proche de questions de sup. La partie 4 pour la capacité de stockage de H2 par NaBH4 est intéressante parce qu'il y a des questions redox avec en particulier un petit EPH qui était fourni dans lequel il fallait replacer les espèces. Je vous rappelle que pour replacer les espèces dans un EPH, il faut retrouver les nombres d'oxydation. Pour ça, vous avez la méthode classique, somme des NO égale charge, ou alors vous avez le schéma de Lewis qui vous permet de attribuer les électrons de liaison à l'atome le plus électronégatif, ici en l'occurrence à l'hydrogène, et puis ensuite redémontrer qui est acide et qui est base en écrivant l'équation bilan qui vous permet de démontrer quelle est la forme acide et quelle est la forme basique. Bon, ça vous amène à placer les 3 domaines sans difficulté, vous avez été nombreux à le faire correctement. Et puis ensuite, pour discuter de la stabilité de BH4- en solution aqueuse, il faut superposer le diagramme de l'élément bord au diagramme de l'eau. Je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas grand monde qui me dit qu'il faut utiliser les couples qui définissent la bande de stabilité thermodynamique de l'eau. Vous aviez la droite, mais vous avez considéré que c'était un acquis, pas qu'il fallait lui donner du sens. Tout ça vous amenait bien sûr à démontrer que les domaines de BH4- et de H+, étant disjoints, on attendait une réaction spontanée d'oxydation par l'eau qui allait donner une oxydation de BH4-, quel que soit le pH, et une réduction de H+ en H2. Écrire les réactions qui traduisent ce que je viens de dire ne pose pas de difficulté. On vous demandait de déduire la constante, c'était le moment de dégainer les outils delta 1,5 de G0, mais ça c'est pas difficile à faire, vous avez été quelques-uns à aller au bout de ce calcul-là. Quand on trouve une constante de 10 puissance 54, on peut se fatiguer à dire que la réaction est totale, ça se fait assez bien. Voilà, le reste devenait plus calculatoire, un petit peu plus particulier. Vous analysez le corrigé pour y arriver, mais ce sont moins des questions à travailler complètement. Voilà, ça fait partie des questions de différenciation, en dehors de la question de cours.